on crée plus un sentiment de relégation qu'un sentiment au fond de participation, sinon au début à une voix qui serait nouvelle, et que par conséquent on va accentuer en quelque sorte ces phénomènes de rejet. Mais ceci ne concerne pas précisément en quelque sorte le problème des handicapés. Ce qui est tout à fait important, c'est de se rendre compte finalement comment la consistance même du système en fait fait qu'il est aussi ségrégeant, rejetant d'un certain nombre de gens, et qu'en certain sens même, on peut imaginer au fond que le grand élan pour l'éducation inclusive est une façon moralisatrice de se faire pardonner d'autres formes d'exclusion, dans lesquelles je voudrais insister sur deux choses. Bon, la première, c'est la confusion liée encore une fois à notre système permanente entre la notion de déviance et de délinquance. Je veux dire par là qu'il n'existe pas de groupe social. Et les Américains ont bien étudié, c'est Becker, Outsider, avait montré effectivement que des groupes de marginaux, musiciens ou fumeurs de hache n'étaient pas du tout des groupes sans normes. C'était des groupes qui se fabriquaient des normes, mais ces normes étaient déviantes. Et que le problème, en fait, c'est que cette déviance devient délinquance par le type de réaction du système social qui, défendant la loi contre des normes particulières, va en quelque sorte faire que les auteurs de ces normes se trouvent complètement rejetés. Et ceci est tout à fait, je dirais, visible quand on parle, et je reviens, avec les décrocheurs. On se rend compte que les décrocheurs ne sont pas les sauvageons dont on parlait à un moment donné chevènement. Ce sont des gens qui, à un moment donné, ont inscrit des types de normes déviantes, et qui ne sont pas, j'allais dire, l'usage aussi bien de la drogue, quelques parcours de prostitution, quelques parcours de délinquance sont présents chez ces lycéens, mais se constituent des normes qui font d'ailleurs, qui rompent avec toute institution. L'institution de l'école, bien sûr, mais aussi l'institution familiale, mais aussi l'institution sociale, mais aussi l'institution du savoir. Qu'est-ce qui est plus institué au fond que l'orthographe? Et d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant, la rupture de ces jeunes se symbolise dans le système scolaire par deux grandes ruptures, le rapport à l'orthographe et le rapport à l'écrit. C'est-à-dire à deux moments vraiment fortement institués de nos systèmes de fonctionnement. Et le problème, au fond, du raccrochage, c'est de redonner une place instituante à ces individus. Alors, ça répond à une des questions que m'avait posée Thomasé. Cela fait comprendre pourquoi la réponse, et je crois que la réponse est vraie aussi, des handicapés, n'est pas simplement une réponse individuelle, ou une réponse partielle, par, j'allais dire, l'intervention d'un spécialiste qui, à des moments donnés, au fond, vient s'occuper d'un aspect donné, au fond, du fonctionnement de l'enfant, mais est beaucoup plus un problème, au fond, de construire des institutions dans lesquelles des gens ont des places, et dans lesquelles, par conséquent, ils peuvent participer à la mise en place, au fond, de nouveaux fonctionnements. Et si vous voulez, la paix avec le savoir passe en un certain sens par la paix avec la place institutionnelle. Ce qui est tout à fait frappant quand on travaille sur l'évolution des mouvements pédagogiques en France, on se rend compte effectivement que une des premières formes de ce qu'on appelait l'école nouvelle avait été une réflexion sur la nature de l'enfant, sur ses besoins particuliers, sur ses intérêts. Et c'était traduit par des réflexions sur l'individualisation que quelqu'un comme Adolphe Ferrière, qui en 1921 crée la Fédération de l'école nouvelle. Ferrière, en fait, finit mal sa vie en essayant de fonder une sorte d'astrologie psychologique où chaque individu aurait en quelque sorte son parcours, son histoire, son destin. Mais progressivement, les mouvements pédagogiques entre les deux guerres, le GFM d'une part, Freinet de l'autre, vont insister sur la place de la classe
et dire au fond que le problème au fond de l'intégration des enfants passe par du collectif et pas du tout par des réponses individualisantes. Et ce qui est très frappant, c'est que depuis la première expérience à l'époque en 82, depuis les premières 4 ou 5 établissements autogérés, en fait, avec Langue en 90, on voit émerger maintenant toute une série d'établissements publics et innovateurs, qui sont d'ailleurs fédérés dans la fédération qu'on appelle la FESPI, c'est-à-dire au fond des recherches au fond d'intégration à travers des politiques d'établissement, dans lesquelles tous les enseignants sont investis, dans lesquelles se mettent en place en quelque sorte aussi un rôle donné aux élèves et une manière de penser autrement la répartition des tâches entre les enseignants, dans lequel d'ailleurs presque toujours on a renoncé à toute forme de sous-traitance, que ce soit avec les travailleurs sociaux, que ce soit avec les COP, que ce soit même avec certaines formes d'éducation spécialisée, de manière à ce que ce soit une sorte de prise en charge institutionnelle globale. Et je crois que ceci est, je crois, tout à fait important. C'est-à-dire, au fond, c'est la réflexion finalement sur la place de l'institution dans les phénomènes d'exclusion qui permet en quelque sorte de repenser. Alors, ça ne réussit pas toujours, c'est pas parfait, la question n'est pas là, mais qui essaie de penser la question de l'accueil de celui qui est hors institution, car le problème du handicapé, au fond, c'est qu'il se trouve désinstitutionnalisé en tant qu'acteur, en tout cas, potentiel à travers son handicap, c'est de retrouver en fait des structures qui sont des structures collectives et pas simplement au fond des structures opératoires individuelles. Par ça, à côté, au fond, on n'en a pas parlé ce matin en fait, mais il est évident que les travaux du psychologue, les travaux de recherche ne peuvent porter au fond que sur des situations juridiques au sens piagé, mais elles sont pensées au fond pour être réinvesties collectivement et pas se traduire simplement par des formes de préceptorat. L'autre notion qui me paraît tout à fait importante et qui est aussi la notion d'évidence, c'est la notion de normes. Et je crois que, en revenant à ce que j'ai dit de l'école, l'école française, en fait, a une caractéristique, précisément, encore une fois, à cause de cette espèce de côté fusionnel avec le modèle républicain, a une caractéristique essentiellement normalisatrice. Et le problème, au fond, c'est que si il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de culture qui ne soit pas normative au sens de la normativité, cette normativité, au fond, peut parfaitement s'accompagner de la différence. Quelle est la normativité comportementale d'un enfant trisomique? Quelle est la normativité dans le système, au fond, de ses déplacements d'un enfant qui souffre d'un trouble cérébromoteur? Quelle est la normativité de la conduite du toucher de la part de celui qui est non-voyant? Et il est évident que, autant il n'y a pas d'éducation sans normativité, il ne devrait pas y avoir d'éducation, au fond, qui soit normalisante. Et je crois qu'un des problèmes de notre école, mais aussi de nos formations, c'est la difficulté qu'on a à distinguer les deux termes. Et on le voit éclater aujourd'hui, justement, à travers la question d'interculturel. Nous vivons, beaucoup d'enseignants vivent la situation qui est la leur face à des enfants comme d'autres cultures, comme étant soit un renoncement à leur propre culture, ce qu'ils n'ont pas le droit de normaliser, en fait, y compris par une orthographe qui est commune, par une langue qui est commune, et ne réalisent pas en quelque sorte comment on peut construire des normativités différenciées qui ne se traduisent pas par une normalisation. Je pense à un exemple, pendant mon expérience, j'ai travaillé avec un groupe de profs de musique dont certains se plaignaient au fond de leur souffrance parce qu'ils disaient au fond, moi j'aime la musique baroque, et maintenant on me demande au fond de faire du tam-tam, de la percussion et du pipeau ou du rock. Et le travail avec eux consistait à dire, ton métier c'est de montrer au fond qu'il y a du médiocre dans la musique baroque, qu'il y a du médiocre dans le tam-tam, qu'il y a des musiques populaires inventives et d'autres qui sont répétitives, informelles, non structurées. Et le problème, au fond, une fois
ton métier d'éducateur, c'est d'introduire de la normalité, donc la notion de qualité, la notion de différence dans l'apprentissage, qui t'accorde ensuite à dire, moi ce que j'aime, c'est le baroque. Tu n'apparaîtras pas alors comme celui qui impose un modèle, mais celui qui a fait travailler au fond ce que c'est que la musique, et qui à un moment donné, au fond, propose celui à qui il est attaché. Et je crois que ces problèmes sont tout à fait importants. C'était donc un peu le second thème sur lequel je voulais venir, puis je voulais venir à un troisième, qui est un peu la condition qui me semble être déterminante de l'inclusion. Si on veut parler d'école inclusive, et encore une fois, je dis ceci parce que, pas du tout parce que je souhaite aussi convenir, mais parce que ça me semble important, mais bon, je suis d'accord, ceci n'est absolument pas, j'allais dire, différent et indifférent en quelque sorte aux questions que Pao a posées ce matin. Mais il est évident que parler d'accès universel à l'éducation scolaire correspond à un moment d'ouverture qui donne à chaque individu une clé pour son autoconstruction, qui lui permet de se reconnaître comme capable de choisir, que cette inclusion, c'est aussi l'inclusion dans un lieu de convivialité, c'est une forme de socialisation institutionnelle, c'est une forme de dépassement de l'égocentrisme, et que ceci, je dirais, suppose qu'on réfléchisse un peu mieux sur ce qu'on met derrière l'idée d'inclusion. Et je le ferai en vous proposant une analyse de type sémantique, ce qui fonde l'inclusion, aussi bien au niveau international qu'au niveau français, c'est l'idée, au fond, de l'égalité et du droit universel à l'éducation. Mais je crois qu'il faut réfléchir un peu plus sérieusement sur cette notion de droit. Le français ne connaît qu'un mot, droit. Si vous parlez anglais, vous avez deux termes. Le terme « mais », j'ai le droit, ça veut dire j'ai légitimement le droit, j'ai la légitimité de faire ceci. Et l'autre mot, c'est « kann », j'ai la capacité de, j'ai le pouvoir de. De même en allemand, nous avons « mögen », qui correspond à « mais », j'ai la légitimité de, et nous avons le pouvoir de. D'ailleurs, en allemand, si je veux, ça déborde même sur le terme savoir. Pour vous dire en allemand, je sais parler allemand, je dirais, ich kann das sprechen. Je peux parler allemand, j'ai la capacité de parler. Savoir, c'est avoir la capacité. Alors, en tout cas, j'insiste là-dessus, c'est qu'on se rend compte que la notion de droit n'est pas seulement le droit à. Peut-être le gros danger de la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme de la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est de ne parler que du droit à. Or, en termes juridiques, un droit à n'est pas un droit, c'est une créance, au sens presque économique du terme. C'est-à-dire, si la chose existe, j'y ai droit. J'ai droit au travail. J'ai droit à la santé. J'ai droit à la santé si santé il y a. Ce qui constitue le droit au sens positif, c'est le droit de. J'ai le pouvoir de. En France, pratiquement, ce débat, vous vous en souvenez, a eu lieu, mais de façon complètement édulcorée, qui est complètement passée de côté, au moment, au fond, des manifestations de droit au logement, sous la forme de ce qu'on appelait un droit opposable. D'un droit opposable, j'ai droit au logement, mais j'ai le droit d'occuper un logement s'il est vide. C'est-à-dire, je n'ai pas simplement un droit en termes de légitimité et de permission, j'ai aussi un pouvoir et une capacité. Et je crois que le gros problème de l'école inclusive, c'est pas simplement de reconnaître aux handicapés le droit à l'école, c'est d'essayer de construire de quel droit, de quel pouvoir, de quel type de transformation ils peuvent être, en quelque sorte, les acteurs dans cette école. Il ne s'agit pas simplement, encore une fois, de leur donner quelque chose, mais de leur donner une place. Et avoir une place, au fond, c'est avoir un rôle.
je reviens, je vous ai dit que je pense à un exemple italien. Une de nos collègues, Teresa Longo, qui était enseignante à Amiens, a fait une série de films, au fond, d'enregistrement presque sans hypothèse, dans des classes en France, en Italie et en Roumanie. Et en Italie, ils ont filmé en fait des classes dans la banlieue qui s'appelle Bacco de Ferrare, qui est une ville moyenne industrielle en fait, avec d'énormes difficultés aujourd'hui de l'Italie du Nord. Et il se rend compte au fond que dans cette école, il s'agit d'un, ce qui correspond à peu près, j'allais dire, un moyen, première année ou deuxième année, ils sont présents à l'école, d'une part une petite fille qui est infirme cérébromoteur, deux enfants immigrés fraîchement arrivés, donc qui n'ont aucune connaissance de la langue italienne, et elle essaie d'analyser, au fond, et elle constate, en filmant, à quel point, au fond, tout s'organise autour d'eux. C'est-à-dire, les enfants vont décider avec la petite fille, infirme, motrice, qu'on ne sortira pas en récréation parce que c'est trop compliqué. Donc, on invente une norme locale qui est contraire à la loi. J'insiste, la notion de norme et de loi, mais qui va permettre en quelque sorte de faire son intégration, qu'en certain sens, c'est son heure d'arrivée, c'est ses absences, c'est aussi le problème des enfants qui ne comprennent pas la langue, qui va en quelque sorte être réorganisateur au fond de tous les fonctionnements, et les enseignants vont s'ajuster à ces fonctionnements. Ça ne veut pas dire qu'ils renoncent aux apprentissages, y compris systématiques, mais qu'en certain sens, au fond, la présence de l'autre, et derrière ces questions-là, il y a la question finalement de l'altérité, la question de l'autre pose non pas le problème au fond de son assimilation, ne pose pas le problème de savoir comment on fait que l'autre est considéré comme un autre moi-même, mais de savoir au contraire qu'est-ce que cet autre change, et en quelle mesure au fond il peut nous amener finalement à des ajustements, à des comportements, à des conduites qui sont tout à fait différentes. Alors, je reviens donc à cet exemple. Je crois que le problème, au fond, du droit à l'inclusion, c'est aussi le problème, au fond, de redéfinir l'institution scolaire à partir aussi de la reconnaissance des droits au sens des pouvoirs de ceux qui y sont, et par conséquent, ça pose un problème, effectivement, de repenser de manière, sur le plan institutionnel, l'école. Et j'ai envie de l'illustrer par un exemple, et je terminerai presque là-dessus, qui, moi, me touche beaucoup, qui est un exemple que je trouve extraordinaire, qui est celui de la coopérative scolaire de Freinet. Bon, vous savez de quoi il s'agit, au fond, les enfants récoltent de l'argent. Pendant des années, c'est pas forcément illégal, ça peut être les parents, enfin, une cagnotte est constituée, et c'est une assemblée générale des élèves qui va décider de l'usage de cette cagnotte. Selon son importance, on peut choisir d'acheter des bonbons, d'acheter des photocopieuses, ou de faire un voyage en Afrique, dans des hypothèses très larges et très diversifiées. Mais ce qui est tout à fait important, c'est pas ça. La première chose, c'est que ce type de fonctionnement articule inévitablement droit A et droit 2. À la fois, on a le droit de participer à la décision, on participe à l'Assemblée générale, on est citoyen parmi tous les citoyens, mais on a le droit 2, c'est-à-dire on détient un outil de pouvoir qui permet effectivement de constituer une action qui va déclencher en quelque sorte des événements, qui va modifier la situation. Par certains côtés, je dirais, Freinet retrouve ce qui est peut-être la qualité majeure de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89 par opposition à la Déclaration universelle, c'est que cette déclaration est double. Je prends je crois que c'est la version 91, il y a 5 ou 6 versions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Celle de 91 a 17 articles. Les 14 premiers articles sont « j'ai droit à ». Et ce droit à est un droit universel. C'est vrai des hommes, c'est vrai des femmes, c'est vrai des enfants, c'est vrai des étrangers, c'est vrai de tout homme quel qu'il soit. Et les articles 14 à 17, 13 à 17, je ne sais plus,
sont des articles qui définissent le droit de. J'ai le droit de décider de la guerre et de la paix, j'ai le droit de décider de l'usage des finances publiques, enfin, j'ai le citoyen le droit, j'ai le droit au fond de contrôler la manière dont les officiers publics accomplissent les tâches qu'on leur a confiées. Ce droit n'est que le droit des citoyens. Et tout le monde n'est pas citoyen. Et ça, c'est tout à fait important. Tout le monde a droit à. Mais pour avoir le droit d'eux, il faut être membre. Il faut faire partie, au fond, d'une communauté, d'une collectivité, etc. Et ce qui est intéressant dans la Révolution, les femmes ne sont pas citoyennes, même s'il y a beaucoup de débats, en fait. Sauf dans 2 départements français, les veuves sont citoyennes. C'est à La Réunion et dans le Tarn. Parce que comme les veuves ont les mêmes droits économiques que les hommes, une fois qu'elles ont des droits économiques de vente, d'acheter, de tester, etc., elles ne sont plus dépendantes. Et en revanche, l'idée au fond, c'est que toute personne salariée n'est pas citoyen, puis être salarié, c'est être dépendant. Et c'est donc la dépendance économique au fond, qui conditionne pour la Révolution, l'indépendance, qui conditionne la citoyenneté, d'où le fait que les enfants ne sont pas citoyens non plus. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que d'une part, on crée la catégorie des étrangers. Parce qu'à côté, c'est de cette différence entre hommes et citoyens que naît cette différence, mais j'indique aussi, cette analyse a été reprise par quelqu'un comme Castoriadis, qui montre au fond que quand on dit que la Grèce invente la démocratie, c'est évident au fond qu'à Athènes, les femmes ne votent pas, qu'à Athènes il y a des métèques, qu'à Athènes il y a des esclaves. La démocratie, ça ne veut pas dire que tout le monde est citoyen, ça veut dire qu'une fois qu'on a dit que quelqu'un est citoyen, c'est le citoyen qui prononce la loi, et non pas la loi qui s'impose à lui. Et en ce sens, en fait, je reviens à la coopérative de Freinet, les citoyens élèves membres de la coopérative, parce qu'à d'un côté, sont citoyens justement parce qu'ils refusent la décision des autres. Je ne suis pas citoyen universel. Je suis peut-être citoyen du monde, mais tout le monde peut être un citoyen, représente une société où les débats, y compris sur le droit de vote, etc., qui sont différents des droits humains, qui tiennent à l'humanité elle-même. Alors, quand je pense à cet exemple-là, on articule le désir, le droit à et le droit de. Mais ce que surtout introduit la notion de la coopérative de Freinet, contrairement à la notion d'autonomie, qu'on utilise souvent comme un terme en quelque sorte essentiel dans le domaine de l'éducation éthique ou civique, c'est que si je suis autonome, je ne sais pas quoi faire de l'autonomie de l'autre. En revanche, je ne suis citoyen que parce que tu es citoyen aussi.